Alors, à la scission en 1921, l'Union des syndicats de la Seine est restée majoritaire pour la CGTU. Oui, et alors où siégeait-elle? Elle siégeait à la Grange-Aubel et avenue Mathurin-Moreau. Et la commission administrative, à partir de 1921, était essentiellement composée d'administrateurs de la CGT. Et les syndicats de la CGTU ne pouvaient pas avoir accès à la Bourse du travail. Et ça a duré de 21 jusqu'à la réunification de 1935. Les rapports entre partis politiques et syndicats ont de tout temps posé des problèmes. Il y a une terreur du mouvement syndical ouvrier de passer sous la coupe des partis socialistes. Et c'est cette terreur qui est visible dès le début du siècle, dès la fin du 19e et le début du 20e siècle. Elle ne l'avait pas été au même degré pendant les 15 premières années des bourses du travail, entre 1880-85 et 1895-1900. Mais au tournant du siècle, cette terreur émerge. Et quand on évoquait Jaurès tout à l'heure, on disait qu'il avait essayé de répondre à cette terreur, mais en mettant justement l'accent sur le nécessaire maintien de l'indépendance du mouvement syndical. Il disait, les efforts peuvent converger, à condition que le mouvement socialiste déclare bien haut qu'il reconnaît et qu'il reconnaisse réellement dans la pratique l'indépendance entière du mouvement syndical. Oui, mais justement, je crois que les syndicalistes avaient une méfiance extraordinaire à l'égard particulièrement de ce qu'ils appelaient les politiciens. Et justement, dans cette lettre qu'on appelle l'encyclique syndicaliste, qui est de 1912, par laquelle le bureau confédéral de la CGT, Jouot et ses camarades répondent justement aux avances faites notamment par Jaurès, ils évoquent, disent-ils, l'effroyable gâchis où se débattait le mouvement politique. Ce sont tous les problèmes posés par l'unité, notamment jusqu'en 1905, et qui provoquent une espèce de répulsion chez les syndicalistes, répulsion qui va s'atténuer, comme vous l'avez dit, Madeleine Rébériou. Eh bien, c'est un fait que dans les années 1912-1914, il y a un rapprochement qui se fait entre le mouvement syndicaliste et le mouvement socialiste. À ce moment-là, il y a d'autres dangers, il y a la menace de la guerre, il y a l'action contre les 3 ans. Et pour la première fois, Jouot se félicite du succès remporté par les socialistes aux élections en 1914, succès d'ailleurs qu'il attribue aux efforts faits par les militants syndicalistes notamment, mais n'empêche qu'il n'y aura jamais entre le mouvement syndicaliste et le mouvement socialiste les liens étroits qui existent dans d'autres pays, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Grande-Bretagne, entre socialistes et syndicalistes. Il me semble que la méfiance des syndicalistes en France est fort compréhensible. Oui. Et le cas de Jaurès est un cas exceptionnel. Absolument. Au sens fort du mot. Ah, je suis entièrement et votre avis. les syndicalistes avaient tout de même, c'est ce qui fait sa force, oui, mais... les syndicalistes avaient l'expérience de Mirand, l'expérience de Briand, et avec Jaurès, c'est le... Et de Jules Guesde, et Jules Guesde sur un plan sectaire. Oui. Et avec Jaurès, ils ont l'expérience d'un homme politique qui, pour la première fois parmi les politiciens en France, va de la droite vers la gauche. Quand on y réfléchit, on s'aperçoit que la social-démocratie et le léninisme, si l'on veut, ont une conception pas très loin, assez proche l'une de l'autre de l'articulation entre les partis et les syndicats. Dans les deux cas, il s'agit de concevoir un mouvement ouvrier unique avec des branches spécialisées dans certaines fonctions. Oui, c'est ça. Alors que ce qu'avait tenté de faire, c'était à la fois tout l'intérêt et tout le danger du syndicalisme révolutionnaire, c'était de faire un mouvement syndical qui réussisse à se suffire à lui-même. Parti du travail, comme disait Pouget, oui. Oui, mais alors, il y a une chose, une équivoque que je voudrais évoquer ici, c'est que l'indépendance à l'égard des partis politiques n'a jamais signifié pour les syndicalistes l'apolitisme. Bien sûr. Ah, non. Ça me semble important à souligner. Tu as raison de le souligner parce qu'on comme un contresens voilà, à la charte d'Amiens. Voilà, exactement. La charte C'est d'Amiens est une charte politique. L'indépendance à l'égard des partis, des sectes, etc. Mais ça n'a jamais été l'apolitisme. Et c'est là qu'il peut y avoir
confusion, utilisée d'ailleurs par les adversaires du mouvement syndical dans des périodes relativement récentes. C'est justement la charte d'Amiens qui donnait à un homme, de 1906, donc, qui donnait à un homme comme Jaurès la conviction que l'accord pouvait se faire, qu'on pouvait frapper ensemble, même séparément, puisque les objectifs étaient communs. Et que le même objectif, c'était le changement fondamental de la société, qui englobe naturellement les dimensions politiques, mais pas La politiciennes. charte d'Amiens concède d'ailleurs que dans certains cas, des mouvements parallèles peuvent s'entendre. V'là la jeune garde, v'là la jeune garde, qui descend sur le pavé. Jamais les syndicats n'ont joué un tel rôle en France. Écoutez Léon Jouveau, secrétaire général de la CGT. À travers toute son histoire, un idéal reste et demeure, l'émancipation matérielle et morale de la classe des travailleurs. Certes, bien des revendications restent à conquérir. Cependant, notons qu'un grand nombre est déjà, pour le mieux-être des classes travailleuses, entré dans le domaine des réalités. Et à ce moment-là, c'est la grande période du Front populaire et donc d'une unité, disons, heureusement retrouvée. J'ai été témoin de ce départ sur les routes, à pied, à cheval et en voiture, dirais-je, pour reprendre une expression fameuse, des ouvriers qui enfin connaissaient la campagne, mais aussi la mer et la montagne. En 1936, il y a eu l'élection d'une nouvelle commission administrative où se sont retrouvés des administrateurs CGT et des administrateurs anciennement CGTU. Les chiffres officiels qui ont servi de base à la réunification étaient en 1935 de 103 000 adhérents pour l'UD confédéré et 106 000 pour l'UD unitaire, sensiblement égales. La parité, qui avait été la règle pour la réunification de l'Union des syndicats, n'est pas respectée pour ces élections. Les ex-confédérés sont majoritaires, les ex-unitaires n'ayant que 6 sièges sur 15. En octobre 1939, sous l'impulsion de l'administration préfectorale, une majorité de 8 membres de la commission administrative prend la décision d'exclure de la Bourse du Travail 86 syndicats dits communistes et de retirer leur mandat aux 6 administrateurs ex-unitaires pour manque de conscience et de dignité. Parmi ces membres de la commission administrative, manquant de conscience et de dignité, comme il était dit dans le texte, se trouvaient nos camarades Vercruis du textile et Selton des hôpitaux qui furent fusillés par les nazis. C'est une triste période. Oui. C'est une période de 4 ans où la commission administrative composée de 3 membres a géré la bourse avec les syndicats ralliés au régime de Vichy en somme. Voilà. Oui. La charte du travail. Et à la Libération, il y a eu quelque chose d'important. Les militants syndicaux ont décidé de reprendre possession de la Bourse du Travail et le 19 août 1944, ils sont rentrés dans cette Bourse du Travail et ont expulsé cette commission administrative Croupion qui pendant 4 ans avait géré la Bourse et ont repris leur place dans les bureaux.
Mais les Allemands qui se tenaient à la caserne un peu plus loin ont voulu expulser nos camarades et c'est un coup de mitrailleuse tiré sur la façade de la Bourse du Travail qu'ils ont essayé de pénétrer. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu, je crois. Ils n'ont pas pu. Le personnel de la Bourse du Travail a évacué par les toits, mais la Bourse est restée aux mains des travailleurs qui l'avaient reprise. Il y a eu des blessés, il y a eu 2 morts. Est-ce qu'il n'y a pas eu justement un militant qui a été tué, non loin, un militant des terrassiers du bâtiment, connu, oui. Qui a été tué dans une rue voisine, justement? C'était avant la libération de la Bourse du Travail. Avant la libération. Le 14 juillet 1944, Yves Toudic, c'est ça. Qui était un dirigeant du bâtiment, oui. A été tué par les brigades spéciales à la suite d'une manifestation qui avait eu lieu place de la République. Une fois de plus, la guerre a provoqué de graves troubles dans le mouvement ouvrier. Une réunification se réalise en 1943, mais 3 ans après la libération, les militants syndicaux seront confrontés à une crise profonde. Dans cette crise, Léon Jouot jouera un rôle non négligeable. En 1947, il doit à nouveau présider une nouvelle scission. Victime, le mouvement syndical étant en quelque sorte en France la victime de la guerre froide. Et c'est dans ces conditions qu'au début de 1948, il créait et présidait la Confédération Générale du Travail, Force ouvrière. En fait, il consacra essentiellement son temps au BIT, à la CISL, la Confédération internationale des syndicats libres, et ses efforts pour refuser la guerre froide et maintenir au niveau international des relations entre les puissances et les mouvements syndicaux rivaux
aboutir, on le sait, à l'attribution en 1951 du prix Nobel de la paix. Pour des raisons qu'au fond, je n'arrive pas à m'expliquer totalement, le mouvement ouvrier français a toujours été un mouvement de militants, beaucoup plus que de masse. Depuis cette époque jusqu'à nos jours. Et ceci est vrai des syndicats comme des partis. Ce que tu dis, Julliard, sur le mouvement syndical conçu sous l'angle d'un mouvement de militants, explique un certain nombre de comportements du mouvement syndical français. Et en particulier, son attitude à l'égard de la grève. Et en particulier le fait que la grève, que j'appellerai sans sens péjoratif, la grève bureaucratique décidée par le haut, n'a jamais connu en France les succès qu'elle a pu connaître ailleurs. Et que la grève en France, généralement les grèves réussies, les grandes grèves, sont parties de mouvements de base, et que le rôle du syndicalisme a été de constituer une sorte de structure d'accueil. Et en particulier, si je prends le cas de Jouot, son attitude à l'égard de la grève est assez significative. Pour lui, il s'agissait de discipliner un mouvement né de la base, premier stade. Deuxième stade, de le faire déboucher, c'est-à-dire d'en être le porte-parole, de reprendre à son compte les revendications qui s'étaient manifestées à la base. Et troisième stade, très important, de le valoriser, de valoriser ensuite les résultats obtenus auprès des militants et des adhérents. C'est assez intéressant parce que c'est un cas qu'on ne retrouve pas à l'étranger du tout. N'est-ce pas ? Mais le contraste entre militants et masse n'est pas fondamental. Il existe, mais il n'est pas fondamental. Car ce qui me frappe, c'est que les militants ont, sur les masses, une influence considérable dans certaines circonstances. Et qu'au contraire, dans des pays où le syndicalisme est un syndicalisme de masse, comme par exemple l'Allemagne en 1914, eh bien, au fond, ce contact entre l'organisation syndicale et la masse n'est pas mieux réalisé qu'en France. Mais en France, il est conjoncturel. Oui, il reste tout de même que il me semble qu'il reste tout de même que l'objectif d'un syndicalisme de masse est dans la tête d'un certain nombre de militants syndicalistes et peut-être encore plus, je dirais, de militants socialistes. Par exemple, pour un homme comme Jaurès, la finalité du syndicalisme français, c'était de devenir un syndicalisme de masse. Parce qu'il considérait que c'était le passage au syndicalisme de masse qui assurerait la capacité du syndicalisme à intervenir, de la classe ouvrière, d'intervenir d'un poids massif, d'un poids unanime. Et sur le thème de la grève générale, dont il faudrait qu'on discute d'ailleurs, il était alors absolument convaincu qu'en dehors des grèves autoproclamées par en haut et qui échouent à chaque instant, le meilleur exemple étant la première grève des cheminots de 1898, où il y a eu quelques cheminots grévistes, et même pas le secrétaire général du syndicat. Mais à l'exception, donc en dehors de ces grèves autoproclamées, la force de la grève venait de sa capacité à rassembler les larges masses. D'où d'ailleurs le débat qui s'est commencé très tôt entre Jaurès et la CGT, car les dirigeants du syndicalisme révolutionnaire, à commencer par Pelloutier, qui lui, carrément, il était hostile aux grèves. Il pensait que les grèves affaiblissaient le mouvement ouvrier. La seule forme de grève qu'il accepta, c'était précisément la grève générale. Donc, au fond, dans l'histoire, si on l'avait suivi, il n'y aurait jamais eu qu'une grève, c'est-à-dire celle qui aurait vraiment réussi à aboutir au changement de la société. Alors, évidemment, de ce point de vue-là, il y a eu une très grande évolution entre ces conceptions de Pelloutier, par exemple, et qui était assez largement répandue, y compris chez des gens loin de Pelloutier, comme les guédistes. Oui, anarchistes, mais même du côté guédiste, on trouve cette idée à certains moments. Puis la grève, c'est le malheur ouvrier, finalement. Ils le pensent tous, que la grève, c'est le malheur. Ils le pensent tous. Je voudrais que Bruyas cite une anecdote à ce sujet-là. Justement, il est arrivé, étant étudiant, d'apporter la contradiction un jour et de le qualifier de briseur de grève. Et j'ai encore dans l'oreille la réponse de Jouot, tout à fait caractéristique de sa voix profonde et grave. Jeune homme, vous ne savez pas ce que c'est que la grève. Le premier jour, les drapeaux claquent au vent, c'est l'enthousiasme. Le deuxième jour, le cortège se rétrécit. Au bout de 8 jours, la femme s'accroche à son mari et les enfants disent « Il n'y a plus de pain à la maison ». C'est ça la grève, jeune homme, jeune normalien. Vous ne savez pas ce que c'est que la grève. Le mouvement ouvrier a été très longtemps hostile à la grève, ou tout au moins méfiant par rapport à la grève. Parce que la solidarité n'était pas telle que la grève ne créa pas la misère. Et les caisses étaient vides. Et les caisses, on a vu tout à l'heure, en France. En France. Et donc, le mouvement ouvrier, il n'y a qu'à reprendre les textes de la fin du Second Empire, et même de la Troisième République, il y a vraiment une méfiance à l'égard de la grève.
Alors, je voudrais dire un mot à ce sujet à propos de la grève générale, justement, car je crois que la naissance de l'idée de grève générale est un peu liée à cette idée enfin cette méfiance que tu rappelais justement et qui est fort ancienne à l'égard de la grève répétée, n'est-ce pas? Je crois que l'idée de grève générale, c'est tout autre chose. C'est pas tellement... Bien sûr, c'est une cessation du travail, mais je crois qu'il faut y voir surtout une sorte de traduction proprement ouvrière de l'idée de révolution. C'est l'idée de révolution, mais c'est la révolution non seulement des ouvriers, mais je dirais, dans un sens proudhonien ou du syndicalisme révolutionnaire, la révolution des producteurs. Et de ce point de vue, qu'est-ce que c'est que la grève générale? Telle qu'elle était conçue, au moins à la fin du 19e siècle, parce qu'après 1900, justement, avec la réhabilitation de l'idée de grève, à partir de 1900, ça change, c'est la révolution décentralisée. Hein. C'est ce qui s'oppose à l'idée d'une révolution exclusivement située au niveau des pouvoirs publics et des grands centres de décision, c'est la révolution sur les lieux mêmes du travail. Ou alors les mots n'ont plus aucun sens. Nous sommes en présence d'un mouvement révolutionnaire. C'est dans cette salle que se réunissaient les dirigeants confédéraux. Les dirigeants CGT, CFDT, FO, FEN se réunissaient ici à la bibliothèque pour décider ces mots d'ordre. Et la grande manifestation du 13 mai 68 a été décidée dans cette salle. Pourquoi cette salle? Pourquoi la Bourse du Travail? Pour une raison très simple, où voulez-vous qu'ils aillent ailleurs? C'est effectivement la base même du syndicalisme ouvrier français. C'est l'endroit où le syndicalisme s'est créé en France, les bourses du travail, mais la bourse de Paris notamment, et il ne pouvait guère aller ni à un siège d'une autre centrale, ni à tout autre lieu. C'est la référence, je le redis encore une fois, la référence à l'unité syndicale et au mouvement syndical unitaire. Spontanément, il est venu à l'esprit de tout le monde que c'était le lieu qui convenait le mieux à tous les participants, puisqu'il s'agissait donc de la Bourse du Travail, d'un endroit où se retrouvent toutes les organisations syndicales. Et il nous est apparu que la bibliothèque de la Bourse du Travail de Paris, à ce moment-là, malgré son exiguïté, pouvait convenir pour une telle réunion. Et c'est à cette occasion que nous avons pris la décision historique d'organiser, sur proposition de la CGT, la grève du 13 mai. Ah ben là, il y a une autre raison. Une autre raison qui est toute simple, c'est la raison d'unité. Il n'est pas simple, quand on a traversé une longue période de division au sein du mouvement syndical, de se retrouver. Ben, la Bourse est un lieu intersyndical par nature, par définition. Mais il y avait là aussi les étudiants. Et cette rencontre des ouvriers et des étudiants était quelque chose de neuf, de formidable, mais qui se situait justement, non pas sous le signe d'un mouvement social venu de l'extérieur, mais réintégré dans la dynamique du mouvement ouvrier, ces jeunes éléments étudiants qui finalement se retrouvaient au côte à côte pour poursuivre et élargir l'œuvre commencée. Mais dans une période plus récente, une confusion s'est établie entre la Bourse du Travail en tant que monument et la Bourse du Travail en tant qu'organisation. Moi, je suis une génération qui, à Nantes, disait on va à la Bourse. Mais en réalité, on allait à la Bourse en tant que monument, mais on allait à l'union locale ou à l'union départementale. Mais le nom de bourse était resté uniquement pour désigner le monument, mais la Bourse du Travail, on peut dire que depuis une cinquantaine d'années, elle n'y avait plus guère en tant que telle, en tant qu'institution. Il reste tout de même qu'à la différence des grands mouvements syndicaux étrangers que nous évoquions tout à l'heure, où l'organisation est pratiquement entièrement constituée par des fédérations, donc par un système vertical en quelque sorte. L'originalité du mouvement français jusqu'à nos jours, c'est d'avoir maintenu une organisation non pas seulement professionnelle et verticale, mais géographique du mouvement ouvrier. C'est cette double structure du mouvement ouvrier qui en fait son originalité et à mon avis qui est une des garantes de son indépendance. Exactement. Les unions départementales, comme les bourses du travail d'hier, vont à l'encontre des théories corporatistes. Les travailleurs, dans l'usine, dans l'administration, peuvent être tentés de ne voir les réalités qu'à travers leurs préoccupations quotidiennes en fonction de la réalité de leur entreprise ou de leur administration.
dans la Bourse du Travail, l'union départementale des syndicats force ouvrière de maintenant, on discute des grands problèmes interprofessionnels, la sécurité sociale, les allocations familiales, les problèmes de durée du travail, etc., les problèmes de l'emploi. Ce qui fait que les travailleurs prennent conscience que leurs problèmes ne sont pas seulement ceux-là, mais il y a ceux qui concernent l'ensemble des travailleurs. Et bien sûr, ça nous amène au problème d'aujourd'hui, c'est-à-dire un mouvement ouvrier à la fois divisé idéologiquement, et là encore, ça le distingue de beaucoup d'autres pays. C'est peut-être aussi, c'est une source de faiblesse, hein, incontestable. Je pense que c'est aussi, parfois, il faut le dire, une source d'innovation, d'imagination, à condition, bien sûr, et ça n'est pas toujours le cas, que ce pluralisme syndical s'accompagne d'une volonté d'unité d'action. À mon avis, la Bourse du Travail reste un lieu tout à fait valable, y compris dans les structures actuelles du mouvement syndical qui ont évolué. Beaucoup de nos unions départementales en province sont logées dans des bourses du travail. Et qu'on les appelle comme cela ou d'une autre manière, cette appellation, je crois, en France restera longtemps valable compte tenu de notre passé historique. Les fonctions, le rôle qu'elles avaient au départ est dépassé maintenant par l'évolution du mouvement syndical. Mais je trouve que c'est un lieu, effectivement, qui peut répondre à beaucoup de besoins des syndicats, à condition qu'ils soient adaptés à ces besoins. Oui, ah bon. Bien, je te laisse tout ça parce que je ne peux pas aller au bout. On est coincé, là. J'ai fait une promenade à travers cette bourse du travail. J'ai erré dans des couloirs obscurs, aux encoignures poussiéreuses, aux parois graisseuses. Je suis descendu dans un affreux sous-sol carrelé, éclairé par des soupiraux, et dont les voûtes sont soutenues par de poisseuses colonnes de fonte. C'est la salle de grève. Celle-là ressemble plutôt à une fourrière. Oh, vraiment, le peuple n'est pas royalement logé dans cette geôle. Ça aurait pu être écrit aujourd'hui. Pourtant, ce que je viens de vous lire a été écrit par un journaliste le 15 octobre 1906. Depuis, la Bourse du Travail est dans un état encore plus pitoyable. Nous sommes logés dans des conditions particulièrement vétustes, l'état des locaux, et en plus exigus. Hein, là, bon, nous sommes deux, il y a le secrétaire général qui est ici, moi je suis le secrétaire général adjoint du syndicat. Derrière, nous avons, dans une seule pièce, 4 secrétaires, qui ont à charge d'accueillir les postiers et les postières qui viennent les voir pour un certain nombre de problèmes. Nous avons encore 3 secrétaires, plus le trésorier qui sont relégués dans des bureaux annexes. La Bourse du Travail va avoir bientôt 100 ans, et entre-temps, des changements énormes se sont produits. Le rôle des syndicats dans la société s'est accru considérablement. Aujourd'hui, un militant syndical doit être tout à la fois un peu économiste, un peu sociologue, un peu juriste, un peu administrateur. Or, tout le monde sait que les militants de la CGT, comme les autres syndicats ouvriers d'ailleurs, pour des raisons de ségrégation sociale, n'ont pas eu la possibilité de suivre l'enseignement supérieur. Ce sont des ouvriers avec une qualification professionnelle, dans la plupart des cas, des employés, et tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour exercer leur responsabilité syndicale, il faut qu'ils l'apprennent par eux-mêmes ou par l'aide de leur organisation syndicale, de leur syndicat. Or, vous avez très bien démontré dans quel état se trouve la Bourse du Travail de Paris. Vous avez vu la vétusté de ces locaux et l'incapacité dans laquelle se trouvent nos organisations syndicales de répondre à ce besoin de formation des militants, d'éducation. Et voilà qu'au bout d'un certain temps, nous sommes amenés à constater qu'il est impossible de continuer comme cela pour jouer notre rôle. Nous sommes obligés de prendre des dispositions que normalement la collectivité nationale devrait assurer, car il est logique, normal, que les syndicats, dans une société comme la nôtre, si elle veut conserver son équilibre, disposent des moyens indispensables à leur activité pour continuer
a joué leur rôle. Aujourd'hui, nous sommes au stade de l'audiovisuel, de l'électronique. J'ai constaté que dans la plupart des bourses du travail, comme c'est le cas de celle de Paris, aucun moyen technique correspondant à la situation moderne dans laquelle nous nous trouvons n'existe, ne sont mis à la disposition des syndicats, et on ne peut tout de même pas demander aux travailleurs de prendre sur leurs cotisations les sommes nécessaires à ces investissements indispensables. Voilà pourquoi il y a énormément à faire pour que la bourse du travail, dans sa conception qu'elle eut à la fin du siècle dernier, et par extension aujourd'hui les locaux nécessaires au mouvement syndical, répondent vraiment aux besoins toujours grandissants qu'éprouvent les syndicats. Bon, là, vous avez devant vous un des plus beaux bureaux de la bourse, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le mobilier que vous avez devant les yeux n'est pas du mobilier qui appartient à la ville de Paris, donc à la Bourse du Travail. C'est du mobilier qui a été acheté pour notre fonctionnement avec l'argent des travailleurs sur leurs cotisations syndicales. La Bourse du Travail de Paris est un exemple qui ne vaut mieux pas trop citer. C'est vieux, ça n'est pas commode, ça n'est pas fonctionnel, et c'est d'ailleurs pourquoi Force ouvrière s'est installée en dehors de la Bourse du Travail, non pas par hostilité, bien entendu, à la Bourse du Travail, mais parce que les locaux dont elle disposait ne répondaient plus aux nécessités de maintenant. Ah, ça, c'est un côté sympathique dans la mesure où ça donne des références historiques, mais il est bien vrai que c'est la preuve aussi que le mouvement ouvrier français a été fort maltraité par les régimes précédents. Ah, bah, l'impérialisme mondial! Ah, bah, l'impérialisme mondial! Que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur. Bien, changement politique dans notre pays, cela a toujours voulu dire, à un certain moment, dynamique sociale. Et même si dans les premiers mois qui ont suivi cette victoire des forces de la gauche au plan politique, il y a plutôt une sorte d'attente bienveillante de la part des salariés, nous croyons, nous, qu'il est indispensable pour réussir non plus le changement politique, mais le changement social, qu'il y ait un réveil social, qu'il y ait des initiatives multiples, qu'il y ait des pressions de tous ordres qui fassent que, effectivement, les forces du patronat, les intérêts privés reculent, la crise de la société soit abordée collectivement à partir de la conscience. Et je crois que cela peut redonner un rôle aux bourses du travail, à la rencontre collective entre les syndicats de toutes catégories. On peut espérer peut-être que cela se passe dans une bourse du travail rénovée, que l'on ne connaîtra plus, comme je l'ai connu moi-même il n'y a pas si longtemps dans un meeting, où il pleuvait dehors, des gouttes d'eau sale qui me tombaient sur la tête et sur le pupitre pendant que j'étais en train de parler aux militants qui étaient là rassemblés. Non, je ne crois pas que le changement politique
a une incidence directe sur les possibilités de l'action syndicale. L'action syndicale demeure, quel que soit le gouvernement au pouvoir. Je ne dis pas que les nouveaux gouvernants ne vont pas chercher à faciliter certains aspects de l'action syndicale, mais nous ne souhaitons pas qu'ils s'en occupent trop. Par rapport à l'édification du siège de la CGT que nous avons décidé de réaliser à Montreuil et que vous voyez ici, nous avons constaté de la part du gouvernement certaines bonnes volontés pour nous aider à trouver des solutions de financement, mais nous devons dire que cela ne suffit pas. Il faut, par-delà ces petites aides que nous avons obtenues, que les pouvoirs publics se saisissent de ce dossier des moyens mis à la disposition des syndicats pour effectuer leur travail à une grande échelle, car après avoir été le pays où, avec les bourses du travail, justement, nous nous sommes trouvés à la fin du siècle dernier à l'avant-garde des moyens dont étaient dotés les syndicats pour exercer leur activité, nous risquons, si rien ne change, au cours des années à venir, de devenir la lanterne rouge, car j'ai l'occasion de visiter de nombreux pays d'Europe, aussi bien de l'Est que de l'Ouest, et je constate que dans tous ces pays, les syndicats disposent de moyens beaucoup plus importants que les nôtres, techniques, modernes, pour exercer leur activité. La délégation de solidarité. Il se trouve à cette tribune notre camarade Anna Valentinovic. Każdy naród ma prawo do samostanowienia. Tout peuple a le droit à l'autodétermination. Tak jak powiedział przewodniczący Federacji Wolnych Związków Zawodowych, nie ma demokracji bez wolnych związków i wolnych związków bez demokracji. Projet d'appel pour la deuxième conférence européenne pour la défense des syndicats libres en URSS et en Europe de l'Est. Travailleurs, syndicalistes, militants, jeunes, hommes de bonne volonté. Nous vous assurons que nous sommes une authentique représentation des travailleurs, forte de 10 millions d'adhérents, née du résultat des grèves ouvrières. Soyons à la hauteur du combat engagé par nos camarades, soyons conscients que nous vivons un moment historique. La bourse comme lieu de retrouvailles, de solidarité des travailleurs, disons, les plus solides du point de vue de leur statut, qui ont des garanties, qui ont des salaires à peu près bons, et puis ceux qui sont les plus démunis. Et l'on a connu comme cela au cours de ces dernières années, qu'il s'agisse des travailleurs du sentier, ces travailleurs turcs clandestins, ou qu'il s'agisse des nettoyeurs du métro, qui se sont retrouvés au coude à coude avec les salariés de la RATP, l'expression d'une solidarité vivante, présente dans la Bourse du Travail, rejoignant les grands jours historiques qu'elle a connus il y a un siècle. Ce que nous pourrions tenter de savoir, c'est ce que les responsables principaux du mouvement ouvrier français à l'heure actuelle imaginent comme devant être l'avenir de la Bourse du Travail. Pour que l'interprofessionnel puisse vivre, puisse assumer sa charge, il faut bien qu'il y ait quelque part un endroit où les gens se réunissent. Et voilà pourquoi les bourses du travail d'hier, Union départementale de syndicats d'aujourd'hui, ont en effet encore un grand avenir devant elles. On est arrivé dans une situation qui fait que, en général, une organisation syndicale, disons en gros la CGT, a eu pratiquement un quasi-monopole dans le cadre des bourses du travail. Alors, une évolution est en cours depuis quelques années. Les autres organisations et la CFTC, dans un certain nombre de villes, a réussi à conquérir sa place, partiellement, mais de façon, encore une fois, très disproportionnée dans le cadre des bourses. C'est une évolution qu'il faut absolument poursuivre si nous voulons que les bourses du travail gardent leur avenir et soient fidèles à la grande tradition sociale et démocratique de ce pays. Il faut poursuivre cette ouverture.
L'avenir pour la Bourse du Travail passe très probablement par l'unité syndicale rétablie, la réunification syndicale. Vous savez que la FEN l'appelle de tous ses voeux depuis des années. Ça fait partie de toutes ces motions de congrès depuis des années, depuis 1947, depuis le moment où le mouvement syndical français a éclaté. Dans l'état actuel des choses, peut-être est-ce qu'on peut espérer que la Bourse du Travail devienne un lieu de formation militante, un lieu de rassemblement militante unitaire. Et c'est peut-être un des moyens d'arriver à cette réunification qu'on appelle de nos voeux. Si cette Bourse du Travail se rénove, si effectivement une dynamique sociale renaît, je crois que nous retrouverons des grandes heures et de la Bourse du Travail et des différents lieux où aujourd'hui les syndicats parisiens se retrouvent car cette bourse est trop petite, et je l'espère bien un jour, une grande bourse du travail qui accueillera dans l'unité, dans la fraternité retrouvée, l'ensemble des organisations syndicales. Mais il faut envisager dans l'avenir une autre bourse du travail de Paris. À cet égard, des études ont été réalisées, des projets concrets sont sur pied. Il faut donc maintenant on prenne une décision et que les travailleurs de Paris disposent d'une bourse du travail à la hauteur de leurs besoins syndicaux et à la mesure de l'évolution de la société, surtout d'une société qui maintenant vit avec le règne d'un gouvernement de gauche. Marchons au parc.